Bienvenue à nouveau aux collégiens de Tronget et particulièrement aux classes de 4e dans ce nouvel épisode, le 5e, consacré à la séquence 2 de MC intitulée, je vous le rappelle, La liberté, les droits et l'élaboration de la loi en France. Lors de la séance précédente, vous et moi, nous avons étudié à travers l'exemple de la loi dite du mariage pour tous, un exemple d'élaboration d'une loi en France. Aujourd'hui, on va changer un peu de problématique tout en restant dans le domaine des droits, de la loi et des libertés, puisque nous allons aujourd'hui découvrir toute la problématique liée au droit du logement aujourd'hui en France et plus particulièrement tous les problèmes liés au mal logement. Le titre de la séance d'aujourd'hui s'intitule donc grand E, agir en faveur du droit au logement aujourd'hui. Et nous allons plus particulièrement nous demander quels sont les acteurs et les actions autour d'un droit de l'homme particulièrement mal garantis aujourd'hui en France. Parce qu'effectivement, vous allez le découvrir avec moi, le droit au logement est certes un droit, mais ça n'est pas pour autant que tous les citoyens et citoyennes de France en bénéficient pour autant. Comme l'évoque la vignette, la petite image qui se trouve en bas de la diapo et qui vous montre des maraudeurs, comme on les appelle, de la Croix-Rouge et du SAMU social qui viennent en aide à des sans-abri. Donc par définition des gens privés de ce fameux droit au logement. Alors déjà, nous allons dans un premier temps nous assurer que le logement est bien un droit de l'homme et du citoyen. Alors pour cela, nous allons commencer par étudier deux extraits de deux textes en parallèle. Le premier texte correspond à un passage du préambule de la Constitution de la Ve République, celle qui est née en 1958 et sous laquelle vous et moi nous vivons aujourd'hui. Ce préambule, donc cette introduction au texte de la Constitution, nous précise que la nation, autrement dit la France, le peuple français, garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain, entendez par là tout Français, tout Française, ou toute personne vivant légalement sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité, tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, autrement dit les handicapés par exemple, ou les personnes âgées dépendantes, de la situation économique, en particulier les gens victimes du chômage, se trouvent dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité, autrement dit de la nation, du peuple français, des moyens convenables d'existence. Alors, vous l'aurez remarqué, le mot logement n'apparaît pas dans le texte. Il n'est pas explicitement mentionné. Mais il est en revanche implicitement mentionné dans la formule un peu floue, j'en conviens, en fin de phrase, ces fameux moyens convenables d'existence. Eh bien oui, le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête correspond certainement à ces fameux moyens convenables d'existence dont doit bénéficier le citoyen. C'est un peu ce genre de formule un peu floue qu'on retrouvait déjà dans une autre déclaration des droits, celle de la déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776, au cours de laquelle on nous affirmait que les hommes ont le droit à la recherche du bonheur. C'est un peu flou cette formule de recherche du bonheur. C'est quoi le bonheur? Il n'empêche que les gens y ont droit. Et là c'est pareil, les moyens convenables d'existence, ça fait référence pas seulement au logement, mais aussi évidemment au droit au logement. L'autre extrait de texte
porte sur la DUDH, un extrait de la DUDH, autrement dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée par la France et par de très nombreux autres pays de la planète. Cette DUDH qui n'est au fond que la fille de la DDHC française que vous et moi avons étudiée en histoire il n'y a pas si longtemps, hein, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. La DUDH, c'est sa fille, mais elle est surtout planétaire. Elle est vraiment universelle. Et dans son article 25, on nous précise que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour le logement. Ah, cette fois-ci, on nous précise bien que le logement est un droit de l'homme. Et cet article 25 est à mettre en lien avec l'article 17 qui nous précise que toute personne a le droit à la propriété et quand on a le droit d'être propriétaire, eh ben on a le droit d'être propriétaire notamment d'un logement. Ce n'est pas une obligation mais c'est un droit. Donc on a bien démontré que le logement est un droit de l'homme. Or, il se trouve que ce droit de l'homme, le droit au logement, entre en collision frontale avec une sinistre réalité, un problème majeur de la société française et un problème déjà ancien, qui remonte à plusieurs dizaines d'années et qu'on appelle le mal-logement. Le mal-logement dont on a déjà eu l'occasion de parler quand vous étiez en classe de 5e l'année dernière, rappelez-vous, ce mal-logement qui fait que vous avez des gens, alors déjà, qui sont littéralement à la rue, les fameux sans domicile fixe, les SDF, qu'on estime à peu près à 143 000, 150 000 personnes, mais sans en avoir la certitude absolue, parce que les SDF, par définition, ils sont difficiles à loger, et ils ne se présentent pas forcément au recensement quand on leur demande de venir se faire compter. Le mal logement, c'est aussi des gens qui sont mal logés, c'est-à-dire des gens qui s'entassent à plusieurs dans un espace trop petit, des gens qui sont, comment dirais-je, menacés d'expulsion parce qu'ils occupent un logement certes, mais comme ils ne payent plus le loyer, le propriétaire va probablement les faire mettre à la porte sur décision de justice bientôt, ou des gens qui parfois sont propriétaires d'un logement, mais qui vivent dans ce qu'on appelle des passoires thermiques, c'est-à-dire des endroits où on ne peut pas se chauffer correctement l'hiver, et pire encore, où on s'endette parfois pour essayer de se chauffer tant bien que mal. Enfin bref, si on additionne toutes les personnes qui sont en situation de mal logement, qui sont à peu près 4 millions, c'est la première ligne rouge au milieu du tableau. Et si on additionne à ces personnes mal logées toutes celles qui sont en situation de fragilité, c'est-à-dire ces gens par exemple qui n'ont pas les moyens de se chauffer, qui n'ont pas les moyens de payer le fioul pour mettre dans la chaudière ou le gaz pour mettre dans la chaudière, eh ben on arrive quand même à la bagatelle de 12 millions de Français à peu près, c'est ce que nous dit le tableau. Même entre 12 et 15 millions, ce qui fait quand même pratiquement un Français sur 5, un Français sur 4 plutôt même, 4,5, un Français sur 4,5, puisque la population française est estimée à 67 millions d'habitants, donc 12, 13, 14 millions de Français en situation de mal logement ou de fragilité de logement. Eh ben, c'est pas un petit détail, hein. C'est un problème important, même si beaucoup de gens le cachent parce qu'on se vante rarement d'être pauvre et d'être mal logé. Vous aurez remarqué que la Maison Montpellier vous a proposé les chiffres de l'année 2020, qui sont les plus récents à votre et à ma disposition, et ils sont édités dans le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, dont je vais vous parler quelques instants dans la diapo suivante. Alors cette diapositive est un peu un prétexte pour vous parler d'une grande figure de la société française de la deuxième moitié du XXe siècle, un homme qui jusqu'à sa mort est resté le français le plus populaire, puisqu'il y a un classement des personnalités, hein, toutes personnalités confondues. Aujourd'hui c'est Jean-Jacques Goldman qui est le français préféré.
Pendant plus de 30 ans, ça a été Henri Grouès, plus connu sous son surnom de l'abbé Pierre, un surnom qui était le sien quand il était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas ce rôle de résistant qui nous intéresse, c'est le fait que l'abbé Pierre a fondé plusieurs associations destinées à venir en aide aux sans-abri, aux mal-logés, des associations à but charitable, à but social, aujourd'hui on dirait à but humanitaire, à objectif humanitaire, caritatif. Toutes ces associations, à commencer par le mouvement Emmaüs, celui qui se trouve sur les bords de l'Allier quand vous allez à Moulins et dans lequel on vend, c'est une sorte de gigantesque brocante que proposent les chiffonniers d'Emmaüs, et l'argent gagné par cette immense brocante est destiné à venir en aide aux sans-abri ou aux mal-logés. Et donc toutes ces associations, à commencer par les chiffonniers d'Emmaüs, font partie aujourd'hui de ce qu'on appelle la Fondation Abbé Pierre, qui a survécu à son fondateur et qui vient en aide donc aux plus démunis. L'abbé Pierre s'étant fait connaître dans des circonstances dramatiques en 1954, quand en plein hiver 1954, vous aviez des Français qui mouraient de froid, notamment des bébés qui mouraient de froid, parce que ça a été un des hivers les plus froids du siècle. On est tombé à moins 30 degrés, la Seine s'était véritablement transformé en glace, au point qu'on pouvait marcher dessus et la traverser à pied. Voilà, et l'abbé Pierre avait lancé un vibrant appel au secours à la radio à l'époque, par la télévision, sur les ondes d'RTL, et ce discours commençait par ces quelques mots, mes amis au secours, aidez-moi. Et ça avait ému la France, et ça avait été donc le début d'un grand mouvement d'aide aux sans-abri et aux mal-logés. Vous reconnaîtrez sans peine, je pense, cette image que vous avez déjà eu l'occasion d'étudier quand vous étiez en classe de 5e, quand on avait fait les inégalités dans le monde. J'avais déjà un peu évoqué pour vous la problématique du mal-logement en France. Donc vous voyez que c'est une reconversion du document qui vous montre une des réalités du mal-logement. Donc on a affaire à une famille monoparentale à faible revenu, puisque la maman ne travaille qu'à temps partiel, donc elle a un salaire assez faible. Et ça explique cette situation du mal-logement. Le mal-logement qui prend de nombreuses allures, c'est-à-dire un logement qui peut être insalubre, dangereux pour la santé, qui peut être dangereux même pour la vie de ses habitants, avec un compteur hors d'âge qui ne demande peut-être qu'à prendre feu suite à un court-circuit. Et puis ces logements qui sont insalubres, je l'ai déjà dit, mais qui sont aussi de véritables passoires thermiques, et l'un a des conséquences sur la santé de l'autre, parce que quand vous ne pouvez pas vous chauffer correctement l'hiver, et ben ma foi vous tombez beaucoup plus facilement malade, ce qui explique pourquoi on porte des gros pulls sur eux dans la maison, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer. Donc ça, ce sont des réalités du mal logement que dénonce donc la Fondation Abbé Pierre. Et là, très clairement, le droit à un logement décent n'est pas garanti pour tous ces Français. Et donc, vous voyez qu'on est bien dans notre problématique d'EMC du jour. Alors, la question pourrait être, non pas que fait la police, mais que font les pouvoirs publics pour résoudre le problème du mal-logement. Autrement dit, pour garantir aux Français l'accès au logement et à un logement décent. Alors, les pouvoirs publics, déjà, qu'est-ce que j'entends par pouvoir public? Comprenez l'État, comprenez toutes les collectivités locales, territoriales, c'est-à-dire les régions, les départements, les communautés de communes, les communes, toutes ces institutions qui ont le pouvoir de venir en aide aux citoyens. Eh bien, sachez que les pouvoirs publics, ils ne sont pas totalement inactifs.
Il existe par exemple une série de lois, dont celle de 1983, c'est le premier texte en haut à gauche de la diapositive, qui évoque ce qu'on appelle la loi dite du logement d'office, ou dite loi de réquisition, sur laquelle je reviendrai dans la séance prochaine, puisque cette loi sera au cœur de notre problématique. L'État a les moyens de réquisitionner, autrement dit de confisquer à un propriétaire un logement inoccupé, pour permettre, vous l'aurez compris, à des sans-abri, à des expulsés, des gens sans logement ou mal logés, pour leur permettre d'en bénéficier, de manière évidemment temporaire. Les pouvoirs publics sont allés encore plus loin, puisqu'ils ont fait voter par les députés et les sénateurs une loi qu'on appelle la loi Dallot. Alors j'ai longtemps cru, au début, quelque temps, j'ai cru que Dallot c'était le nom du député qui avait fait voter la loi, pas du tout. C'est un acronyme, c'est un sigle, un agencement de lettres, DALO, D-A-L-O, pour droit au logement opposable, en date du 5 mars 2007. Et cette loi, en fait, elle est d'une nature très particulière puisqu'elle est opposable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a une obligation de résultat. L'État français doit trouver un logement décent à toute personne privée de ce droit. Et c'est là où il y a obligation de résultat, et c'est là où il s'agit d'un droit opposable, c'est que si l'État ne fait pas correctement son travail, si l'État rechigne à vous trouver un logement décent, si l'État ne veut carrément pas vous donner un logement décent, ou si l'État, malgré sa bonne volonté, ne parvient pas à vous trouver un logement décent, vous pouvez porter plainte auprès du tribunal administratif ou auprès même de la Cour européenne des droits de l'homme, et vous pouvez faire condamner l'État. L'État sera obligé de vous verser un dédommagement financier pour mauvais résultats dans l'application de la loi Dallot. Et la France est très régulièrement condamnée depuis 2007 pour des atteintes au respect du droit au logement dans le cadre de la loi Dallot. Et alors, il y a deux façons de voir la chose. On peut dire, ben oui, c'est une bonne chose, la justice fait son travail, la justice n'hésite pas à condamner l'État, c'est bien. Les gens qui sont privés du droit au logement ont droit à une indemnité qui peut parfois leur rapporter plusieurs milliers d'euros. Bon, d'accord, c'est bien. Mais on peut aussi se dire, ben, décidément, l'État français a beaucoup de mal à appliquer les lois qu'il est pourtant en charge de faire appliquer. Pour autant, on ne peut pas non plus accuser les pouvoirs publics de ne rien faire dans le cadre du droit au logement et du mal logement en particulier. Bien sûr, les pouvoirs publics ont pris la mesure du problème et font ce qu'ils peuvent. Et pour nous en convaincre, je vais vous lire un texte en deux parties, sur cette diapo et la suivante, qui nous présente les différentes actions des pouvoirs publics en France. Donc le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, adopté le 21 janvier 2013, traduit la volonté du gouvernement de placer concrètement la solidarité au cœur des pouvoirs publics. Donc le but, c'est de lutter contre l'exclusion sociale en même temps que contre le mal logement. Et le but, c'est d'être concret, c'est-à-dire pas de blabla, des résultats. La politique de lutte contre le mal logement et de l'accès au logement doit permettre aux personnes sans abri ou mal logées d'accéder durablement à un logement digne et adapté. Tout au long de l'année 2013, de nombreux chantiers ont été lancés, comme en témoigne la hausse du nombre des logements sociaux en 2013. Autrement dit, ce qu'on appelle les HLM, habitations à loyer modéré, donc accessibles aux revenus, y compris les plus modestes. D'autre part, en matière d'hébergement d'urgence, un effort inédit a été engagé. Hébergement d'urgence, notamment pour les familles qui se retrouvent expulsées de leur logement, qui se retrouvent à la rue par exemple. De plus, dès septembre 2013,
le plan de rénovation énergétique de l'habitat a été lancé et produit des résultats très encourageants, en particulier auprès des ménages modestes. Ça veut dire par exemple que quand vous habitez une passoire thermique, eh bien, plutôt que de jeter l'argent par les fenêtres en vous chauffant, plutôt en essayant de vous chauffer, en vous ruinant en chauffage, eh bien l'idée c'est de régler le problème de l'isolation. Si vous avez une passoire thermique, c'est parce que votre maison n'est pas isolée ou mal isolée. Donc ça veut dire qu'il va falloir isoler les combles, c'est-à-dire le grenier. Il va falloir changer les portes et fenêtres. Évidemment, ce sont des travaux qui coûtent cher. Donc les pouvoirs publics, État, régions, départements, etc. vont mettre la main au portefeuille pour vous aider à financer vos travaux. Alors ça peut prendre la forme de chèques. Ça peut prendre aussi la forme de réduction d'impôts, c'est-à-dire qu'on vous aide financièrement à faire des travaux que vous ne pourriez pas financer par vous-même sans cette aide. Et toutes ces mesures que nous sommes en train de distinguer font partie d'un ensemble de lois, ce fameux plan pluriannuel, c'est-à-dire sur plusieurs années. Ce plan porte le nom de la loi ALUR, et vous en avez l'explication sur l'image en haut à droite. La loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové. Une loi qui a fière allure. Autre mesure, et pas des moindres, la GUL, c'est-à-dire la garantie universelle des loyers. Ouais, c'est plus sympathique présenté comme ça. En fait, elle est destinée à aider les gens aux revenus modestes, voire très modestes, notamment les étudiants ou les jeunes travailleurs, qui sont obligés de venir étudier ou de venir travailler dans des grandes villes. C'est-à-dire là où les loyers sont les plus élevés, puisqu'il n'y a pas assez de logements pour tout le monde, donc forcément les propriétaires en profitent pour augmenter le prix des loyers. C'est ce qu'on appelle les zones tendues en termes de prix des loyers. Eh bien, pour favoriser le logement, l'accès au logement des plus modestes, est mis en place et garanti par l'État cette garantie universelle des loyers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez signer un bail de location avec un propriétaire, le locataire a le droit de vous demander de payer jusqu'à 2 mois de loyer d'avance en caution. C'est une précaution, hein, c'est au cas où après vous ne payeriez plus votre loyer. Et il peut aussi exiger que des gens, notamment des gens de votre famille, se portent caution pour vous. Et il faut que ce soit des gens solvables. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui s'engagent à payer votre loyer à votre place si vous ne le faites pas. Et donc, pour des gens qui ont des faibles revenus, eh bien, c'est parfois pas possible de pouvoir se porter caution. Donc là, c'est l'État qui se porte caution à la place des familles. Donc, ça doit faciliter l'accès au logement des plus modestes. Et puis, il y a aussi la question de la trêve hivernale, qui, comme son nom l'indique, se déroule l'hiver, c'est-à-dire l'interdiction prévue par la loi de procéder à des expulsions, même judiciaires, de gens qui sont en défaut de paiement de loyer et qui, à ce titre, devraient être expulsés du logement, mais qui ne peuvent pas l'être entre le 1er novembre et le 15 mars. Enfin, ça, c'était avant la loi ALUR, puisque dorénavant, la trêve hivernale est allongée du 1er novembre au 31 mars. Donc, c'est une sorte de répit pour les personnes qui sont menacées d'expulsion. Petite parenthèse, en ces temps de confinement liés au coronavirus, le président de la République a fait savoir que la trêve hivernale serait également prolongée tout le temps du confinement. Bah oui, c'est logique. Si on demande aux gens de se confiner chez eux, on ne peut pas non plus les expulser et les jeter à la rue. Pour finir, je voudrais vous proposer un petit reportage sur... alors, c'est pas vraiment les pouvoirs publics, c'est pas l'État, c'est pas les régions, les départements, mais c'est quelque chose, c'est une institution un peu à part
qui est financé par de l'argent public et qu'on appelle le SAMU social. Alors vous connaissez le SAMU tout court, hein, qui répond aux urgences sanitaires quand on compose le 112. Là, si vous regardez sur l'image sur la portière, c'est pas le 112, mais c'est le 115. Le SAMU social, comme son nom l'indique, lui gère les urgences sociales, les urgences liées au dénuement des sans-abri, des SDF en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens là en parka bleu, on les surnomme les maraudeurs. Or, là où c'est intéressant, comme je vous le laissais entendre à l'instant, c'est que le mot maraude, il a changé de sens. Avant le SAMU social, les maraudeurs, c'était les gens qui s'introduisaient de nuit dans les jardins, dans les maisons, pour cambrioler, pour voler. En fait, un maraudeur, voilà, c'était un rôdeur. Les maraudeurs, c'était des gens qui préparaient un mauvais coup la nuit, qui allaient agresser des femmes dans la rue, ce genre de choses. Là, avec le SAMU social, la maraude, c'est devenu un acte civique, un acte citoyen, un acte de bienveillance, un acte humanitaire. Et le reportage va vous permettre de comprendre pourquoi. Je commence à vous le lire. 20 h. Des hommes et des femmes en gilet bleu déambulent dans le vaste hangar du SAMU social d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. La nuit est tombée, et avec elle les températures, déjà négatives en cette journée glaciale du mercredi 18 janvier. Pour la vingtaine de salariés du 115, la journée de travail commence. 23 h, arrivée au centre Romain Rolland, situé porte d'Orléans. Notre équipe accompagne 4 SDF sans domicile fixe dans la salle de restauration où des repas chauds sont servis toute la nuit. Ils s'installeront ensuite dans une chambre double ou simple, équipée d'une salle de bain. Le lendemain, ils auront droit à un petit déjeuner avant de repartir en fin de matinée. Ici, ils peuvent rencontrer un médecin et une assistante sociale s'ils le souhaitent. Le centre a des places réservées aux femmes seules et quelques-unes pour les couples. Suite et fin du reportage. Notre camion, 3h30 du matin, notre camion s'arrête de nouveau. Une famille est installée sur le trottoir, se protégeant tant bien que mal dans un abri de fortune. Personne ne dort. Les maraudeurs entament la discussion. La famille est-elle suivie par une assistante sociale? Les parents ont-ils appelé le 115 aujourd'hui? Le père répond par l'affirmative. Pour l'instant, il n'y a plus de place d'hébergement, indique-t-il, mais il ne faut pas hésiter à rappeler tous les jours. Des places finiront par se libérer. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces maraudeurs, en fait, et c'est la question que je posais à celles et ceux qui ont travaillé sur ce questionnaire-là, ils apportent évidemment des aliments, des soupes chaudes, de quoi se nourrir, aussi bien pour celles et ceux qui choisissent de rester dans la rue que pour celles et ceux qui préfèrent se rendre en centre d'accueil. Alors là, dans les centres d'accueil, ils trouveront aussi un endroit où passer la nuit, un lit et puis une pièce close chauffée. Ils seront à l'abri des agressions, à l'abri du bruit, voilà, ils pourront passer une nuit tranquille. Et quand on est un sans-abri, ça n'a pas de prix, la tranquillité. Mais ils peuvent aussi rencontrer des assistantes sociales, des médecins, donc une aide à leur survie quotidienne dans la rue. Ils peuvent recevoir des vêtements, des couvertures, ce genre de choses, mais ce qu'ils peuvent aussi recevoir de la part des maraudeurs, et ça aussi ça n'a pas de prix, on n'y pense pas, mais ça compte énormément pour ces gens, les sans-abri, qui sont souvent complètement ignorés par les passants dans la rue, c'est de ce qu'on appelle la chaleur humaine, c'est-à-dire un peu de conversation, avoir le sentiment d'exister pour celles et ceux qui viennent vous rendre visite, rompre la solitude, rompre l'isolement et finalement rompre l'exclusion, puisque les SDF sont avant tout victimes d'exclusion sociale. Donc voyez tout ce que le SAMU social peut apporter aussi aux victimes du mal-logement, ou carrément du sans-logement.
Alors, le moment que vous attendez tous, celui de l'exercice, ça va reprendre à peu près tout ce que nous venons de voir au cours de la séance, ah oui, c'est le but. Donc en fait, il y a 3 colonnes, et l'idée c'est d'associer un élément de chaque colonne à sa couleur, c'est-à-dire que dans la colonne de gauche, là où il y a déjà les couleurs prépositionnées, je vous ai mis en valeur les différentes actions des pouvoirs publics, encore une fois l'État, région, département, commune, etc., en faveur du droit au logement. La colonne centrale, c'est une description de chacune de ces actions. Et la colonne la plus à droite, qui commence à chaque fois par un verbe à l'infinitif, eh bien, nous précise quel est le but, quel est l'objectif particulier poursuivi à travers l'action des pouvoirs publics en faveur du droit au logement. Donc, retrouvez les couleurs pour chacune des cases, remettez un rouge, un jaune, un vert, un bleu dans chaque colonne, mettez-moi sur pause le temps de faire tranquillement l'exercice. Voici le corrigé qui s'affiche sous vos yeux. Donc la construction de nouvelles tranches de type HLM en jaune correspond à la construction de logements sociaux dans les quartiers intégrés dans des quartiers favorisés, c'est-à-dire que le but c'est de lutter contre la ségrégation sociale, éviter que les riches vivent avec les riches et que les pauvres soient entassés avec les pauvres, essayer au contraire de mélanger modestes et riches, renforcer la mixité sociale pour lutter contre la ségrégation, c'est-à-dire les ghettos sociaux. Le plan de rénovation de l'habitat, les portes et fenêtres, les combles, ça correspond donc aux travaux d'isolation dans les passoires thermiques, afin de lutter contre la précarité énergétique et le surendettement. Les gens qui se surendettent en essayant de se chauffer, parce que l'énergie, le chauffage, ça coûte cher, surtout quand on est pauvre. La garantie universelle des loyers contenue dans la loi Allure, la fameuse GUL, comme je vous l'expliquais, c'est l'État qui se porte caution pour le locataire auprès du propriétaire. Le but, c'est d'améliorer l'accès des plus précaires au bail de location. L'allongement de la période de la trêve hivernale, ça correspond aux expulsions judiciaires qui sont repoussées de 15 jours et qui permettent d'éviter que des gens ne soient expulsés au cœur de l'hiver, notamment des familles avec enfants, au moment où il fait le plus froid. Le plan grand froid associé au 115 combine les maraudes des bénévoles du SAMU social dans les rues, mais aussi la réquisition des gymnases notamment pour héberger les SDF, pour éviter qu'ils ne soient à la rue et ne meurent de froid. Vous avez des crédits supplémentaires pour l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire que l'État va reloger temporairement en chambre d'hôtel, il ne faut pas rêver, ce ne sera pas des hôtels 5 étoiles, des expulsés, pour éviter que des familles ne se retrouvent là encore à la rue. Et puis l'encadrement du prix des loyers en zone tendue, c'est pas la mesure que les propriétaires apprécient le plus, puisqu'ils n'ont plus le droit d'augmenter le loyer à leur guise, tout simplement pour lutter contre la flambée des prix des loyers en ville. Voilà, la séance est maintenant presque terminée. Il ne vous reste plus qu'à lire, comprendre, mémoriser, bref, apprendre quoi. La leçon associée à la leçon Agir en faveur du droit au logement, où vous retrouverez des choses que nous venons de voir, comme la fameuse loi Dallot, le droit opposable au logement, ou les maraudes du SAMU social. Je vous souhaite une bonne leçon et je vous dis à bientôt. Merci.